Lorsque Nicolas de Ovando devint gouverneur d'Hispaniola en 1502, il entreprit rapidement de faire de la colonie un atout profitable à la couronne espagnole. Il écrasa la résistance des Taïnos dirigés par des chefs comme Anacaona, Guarionex et Cotubanama. Il établit une administration plus structurée. Il introduit un système fiscal efficace. Il fonda de nouvelles villes telles que Puerto Plata, Santiago et Concepción de la Vega. Cependant, il y avait un problème majeur qui devait également être résolu. La population taïno, considérablement réduite par l'esclavage, les massacres et les épidémies, ne pouvait plus répondre aux besoins de main-d'œuvre exigés par les ambitions économiques de l'Espagne dans la colonie. La solution trouvée fut de tirer des hommes et des femmes hors d'Afrique pour les faire travailler de force dans les mines et les plantations d'Hispaniola. Comment ce trafic d'humains commencera-t-il ? Quelle sera la relation entre les natifs taïnos et ces nouveaux habitants d'Haïti venus d'Afrique? Embarquons dans ce 4e épisode de notre série sur l'histoire d'Haïti. Juan de Cordoba était un marchand espagnol qui a joué un rôle important dans les premières années de la traite transatlantique des esclaves. À la fin du XVe et au début du XVIe siècle, il s'est établi comme un marchand de premier plan à Séville, en Espagne, et s'est impliqué dans le commerce avec les Amériques nouvellement découvertes. Juan de Cordoba a été parmi les premiers marchands à s'engager dans la traite transatlantique des esclaves. En 1502, sous le règne de Nicolas de Ovando, plusieurs de ces esclaves africains furent envoyés à Hispaniola de l'Espagne. Cela a marqué le début de la traite des esclaves africains dans les colonies espagnoles et la première arrivée enregistrée d'esclaves africains en Amérique du Nord. En 1505, Ovando demanda au roi Ferdinand II d'envoyer 17 esclaves dans les mines d'Hispaniola. Cependant, le roi a envoyé 100 esclaves noirs directement d'Espagne au gouverneur, plus qu'on ne lui en demandait. Au cours des 5 années suivantes, Ovando s'est arrangé pour que 250 esclaves supplémentaires soient transportés d'Europe pour travailler dans les mines d'or et de cuivre. Entre 1501 et 1518, la traite transatlantique des esclaves consistait en des esclaves noirs amenés d'Ibérie, car le trafic direct d'esclaves en provenance d'Afrique était initialement interdit en raison de préoccupations concernant l'introduction de pratiques religieuses non chrétiennes dans les populations indigènes. Au cours de ces années, le nombre d'esclaves transportés semble avoir été relativement faible. En 1518, le nouvel empereur d'Espagne Charles V, petit-fils de Ferdinand II et d'Isabelle, a levé la restriction qui exigeait que les esclaves naissent sous la domination chrétienne. Il a émis une charte permettant d'acheter 4000 Africains directement auprès des commerçants portugais des îles du Cap-Vert et de les transporter vers le Nouveau Monde. Les premiers navires négriers connus transportant des captifs directement d'Afrique vers les Amériques partirent des îles du Cap-Vert et de Sao Tomé, atteignant Hispaniola, Porto Rico et Cuba en 1526. Ce fut le début du système Asiento. L'Asiento était un contrat de monopole espagnol accordé aux marchands étrangers, leur permettant de fournir des esclaves africains aux colonies espagnoles des Amériques. Ce système était un élément important de la traite transatlantique des esclaves, officialisant le commerce d'êtres humains et assurant un approvisionnement régulier en main-d'œuvre pour les colonies espagnoles. Le premier Asiento de vente d'esclaves est rédigé en août 1518, accordant au noble savoyard Laurent de Gouvenot le monopole de l'importation des esclaves africains pendant 8 ans. Gouvenot a vendu sa licence à la Casa de la Contratation de Tindia et à 3 sous-traitants, qui étaient des marchands de Génois en Andalousie. L'Espagne et le Portugal ont coopéré dans le système Asiento en raison de leurs intérêts et positions complémentaires dans la traite atlantique des esclaves. Le Portugal avait établi des postes de traite et des forts le long de la côte ouest africaine, ce qui leur donnait un accès direct à la source des Africains capturés. D'autre part, l'Espagne possédait de vastes territoires coloniaux dans les Amériques qui nécessitaient une main-d'œuvre stable, mais il n'avait pas d'accès direct au marché d'esclaves africains. Le traité de Tordesillas, signé en 1494, a divisé le Nouveau Monde entre l'Espagne et le Portugal. L'Espagne prenant le contrôle de la plupart des Amériques, tandis que le Portugal a sécurisé les territoires en Afrique, en Asie et au Brésil. Cette division a joué un rôle crucial dans l'élaboration de leur coopération dans le système Asiento. Le Portugal, en tant que l'une des principales nations de la traite des esclaves, a fourni les Africains dont l'Espagne avait besoin pour ses colonies. Comme l'Espagne n'avait pas la capacité de transporter les captifs et d'accéder directement au marché d'esclaves africains, ils ont accordé des Asientos à d'autres nations, dont le Portugal.
Cette formalisation de l'importation d'Africains a entraîné une augmentation de leur nombre au sein de la colonie, car ils ont été amenés par milliers. Pendant ce temps, la population indigène taïno, initialement estimée entre 100 000 et 300 000 avant l'arrivée de Christophe Colomb, a connu un déclin drastique. La population était estimée à 50 000 en 1518 lorsque Diego Colón, fils de Christophe Colomb et successeur d'Ovando, était gouverneur. Bartolomé de Las Casas, moine espagnol, historien et réformateur social, a joué un rôle déterminant dans la défense des droits des peuples autochtones au sein des colonies espagnoles. Malheureusement, son empathie ne s'est pas étendue à la souffrance des Noirs réduits en esclavage. Il a plaidé pour l'utilisation d'esclaves africains comme moyen d'atténuer les difficultés endurées par le peuple taïno. Cependant, les esclaves taïnos et africains ont résisté ensemble aux dures conditions imposées par leurs oppresseurs espagnols. Ils ont organisé des révoltes et des soulèvements contre les colonisateurs, collaborant parfois à leurs efforts pour lutter pour la liberté et résister au régime colonial oppressif. Par exemple, la résistance dans les mines d'or de Cibao en 1509, où il y a eu des soulèvements parmi les Africains et la population taïno. Aussi en 1519, un chef taïno nommé Henri Quillot a mené une rébellion à Hispaniola, qui comprenait à la fois des participants taïnos et africains. Henri Quillot est né dans une famille de Zaragoza vers 1500. En 1503, Nicolas de Ovando a orchestré la mort du père d'Henri Quillot, de sa tante Anacaona et de 80 autres chefs régionaux, alors qu'il assistait à de supposés pourparlers de paix avec les Espagnols à Zaragoza. Orphelin, Henri Quillot a été élevé et éduqué dans un monastère de Santo Domingo et a reçu le nom Enrico. Bartolomé de Las Casas fut l'un de ses mentors. Parce qu'il venait d'une famille privilégiée, il était encore reconnu comme chef ou ni taïno par d'autres taïnos. En 1519, sa femme Doña Mancia a été abusée sexuellement par son maître, un Espagnol nommé Valenzuela. Henri Quillot a tenté de demander justice devant les tribunaux espagnols. Aucune mesure n'a été prise puisque c'était la parole de Mancia contre celle de l'Espagnol. Selon certains auteurs, cet événement a été le catalyseur de la révolte d'Henri Quillot dans les montagnes du Bauruco. Les forces d'Henri Quillot, composées de taïnos et d'Africains qui s'étaient échappés des plantations, ont mené des attaques éclairs contre les colonies espagnoles. Ils frappaient puis se retiraient dans les montagnes de la région de Bauruco, où le paysage accidenté offrait une défense naturelle et une cachette. Cela a rendu difficile pour les Espagnols de réprimer la rébellion. Tout au long de la révolte, Henri Quillot a cherché à former des alliances avec des Africains qui partageaient une lutte commune contre le système colonial oppressif espagnol. Ces alliances se sont avérées cruciales pour renforcer les rangs des rebelles et présenter un front uni contre les colonisateurs. Alors que la révolte se poursuivait, les autorités coloniales espagnoles trouvaient de plus en plus difficile de maintenir le contrôle de l'île et de protéger leurs colonies des attaques persistantes. La rébellion d'Henri Quillot a perturbé l'économie coloniale et causé des dommages importants à l'infrastructure espagnole, de nombreuses plantations étant abandonnées en raison des raids continus et de la menace de violence. En 1526, les autorités coloniales espagnoles déploient plus de forces pour tenter de réprimer la rébellion, mais les rebelles d'Henri Quillot restent insaisissables et poursuivent leurs attaques. En 1530, alors que la révolte se poursuit et que l'impact économique s'aggrave, les autorités coloniales espagnoles envisagent de négocier avec Henri Quillot pour mettre fin au conflit. Mais les tentatives de négociation de paix entre les rebelles et les autorités espagnoles échouent et la révolte continue. En 1533, reconnaissant la menace posée par la révolte en cours, les autorités espagnoles ont finalement décidé d'être plus accommodantes. Francisco de Barrio Nuevo, qui a été nommé par les autorités coloniales pour négocier avec les rebelles, a concédé un accord de paix à Henri Quillot. Ce fut une victoire rare pour un chef indigène au début de la période coloniale, car les Espagnols acceptèrent d'accorder aux rebelles leur liberté et leurs droits fonciers. Henri Quillot et ses partisans ont été autorisés à vivre de manière autonome sur leur propre territoire, à l'abri du contrôle colonial. Après 14 ans de rébellion, les partisans d'Henri Quillot avaient augmenté en nombre. Cette communauté nouvellement indépendante, composée de plusieurs centaines de personnes, comprenait des femmes, des enfants, des esclaves et des serviteurs indiens et africains en fuite, et même des métis. Henri Quillot s'est installé dans la zone qui est aujourd'hui la province de Monte Plata en République dominicaine. Le 27 septembre 1535, il mourut dans la ville de Boya, aujourd'hui connue sous le nom de Sabana Grande de Boya. La rébellion menée par Henri Quillot n'a pas été le seul soulèvement auquel les colonisateurs espagnols ont dû faire face. Le 25 décembre 1521,
20 esclaves africains musulmans, à l'aide de machettes, ont attaqué leur maître. Les assaillants ont tué plusieurs Espagnols et libéré un groupe de 12 esclaves taïnos. Ce soulèvement bien planifié et coordonné a commencé sur la plantation de canne à sucre Nueva Isabela, propriété du gouverneur de la colonie, Diego Colón. La tradition orale locale suggère que la révolte a été menée par Maria Olofa et Gonzalo Mandinga, un couple romantique et tous deux musulmans de l'ethnie Wolof d'Afrique de l'Ouest. L'objectif principal de la rébellion était d'éliminer tous les colonisateurs espagnols, d'abolir l'esclavage et de prendre le contrôle de l'île. L'insurrection a eu lieu la nuit le long de la rivière Nigua, à l'ouest de la ville de Santo Domingo, dans l'actuelle province de San Cristobal. Les rebelles ont utilisé toutes les armes disponibles et en ont façonné d'autres à partir de poteaux aiguisés alors qu'ils attaquaient des fermes et des plantations, volant des bijoux et des vêtements tout en exhortant d'autres individus réduits en esclavage à se joindre à leur cause. La milice coloniale, dirigée personnellement par le gouverneur Colón, a écrasé la rébellion. Après cette fin, de sévères punitions ont été infligées à ceux qui y ont participé, y compris l'exécution des dirigeants présumés. Le 6 janvier 1522, le gouverneur Colón a implémenté des lois strictes visant à la fois les Noirs libres et les esclaves pour éviter un autre soulèvement. On pense qu'il s'agit de certaines des premières lois créées pour contrôler les Africains dans le Nouveau Monde. Les lois de 1522 limitaient les mouvements physiques des esclaves, leur interdisaient de porter des armes et d'accéder aux armes, obligeaient les propriétaires d'esclaves à tenir des registres d'esclaves stricts et introduisaient des sanctions sévères sous forme de torture physique et d'exécution. La révolte a également incité l'empereur Charles V à bannir des Amériques les esclaves soupçonnés de penchants islamiques. Il a attribué le soulèvement à leur idéologie radicale plutôt qu'aux dures conditions de l'esclavage. Malgré l'échec de la révolte de 1521, de nombreux Africains refuseront de se soumettre. Ils échapperont à leurs maîtres espagnols et formeront des communautés indépendantes et autonomes appelées palanques ou établissements cimarrons. Ces communautés étaient souvent situées dans des zones reculées et inaccessibles telles que des montagnes ou des forêts denses, qui offraient une protection naturelle contre les forces espagnoles. Les cimarrons, également connus sous le nom de marrons, joignaient parfois leurs forces aux taïnos, créant un front diversifié et unifié contre les colonisateurs espagnols. Le mouvement cimarron s'est renforcé alors que de plus en plus d'esclaves s'échappaient des conditions brutales des plantations et des mines. Les cimarrons se sont engagés dans une guérilla contre les Espagnols, lançant des raids sur les plantations pour libérer les esclaves, voler des ressources et saboter les efforts des colonisateurs. Ils ont également développé leur propre culture, mélangeant des éléments africains, indigènes taïnos et européens. Ces révoltes ont contribué au départ de nombreux Espagnols de l'île. Pourtant, ce n'était pas la raison principale de leur départ. Dans les premières années de la colonisation, les Espagnols étaient principalement intéressés par l'exploitation des ressources aurifères d'Hispaniola. Cependant, au milieu du XVIe siècle, ces ressources étaient largement épuisées. La diminution des réserves d'or a rendu l'île moins attrayante pour les Espagnols, qui ont commencé à détourner leur attention vers des entreprises plus lucratives ailleurs dans les Amériques. Au fur et à mesure que les Espagnols étendaient leur empire dans les Amériques, ils découvraient de nouveaux territoires aux richesses immenses, comme le Mexique et le Pérou. Les conquêtes des empires aztèques et incas ont fourni aux Espagnols de grandes quantités de métaux précieux, en particulier l'argent, qui dépassait de loin la richesse qu'ils avaient obtenue d'Hispaniola. Par conséquent, les Espagnols ont réorienté leurs ressources et leur attention vers ces nouvelles colonies, laissant le développement d'Hispaniola stagner. Bien que les aventuriers espagnols en quête de fortune rapide se soient désintéressés d'Hispaniola, l'île restait un atout majeur pour la couronne. En tant que première colonie espagnole des Amériques, l'île servait de point de départ pour de nouvelles explorations et conquêtes dans la région. C'est à partir d'Hispaniola que des expéditions menées par des conquistadors comme Hernán Cortés et Francisco Pizarro sont partis conquérir respectivement le Mexique et le Pérou. C'était aussi une escale importante pour les routes commerciales espagnoles entre l'Europe et les Amériques. Les ports de l'île ont facilité l'échange de marchandises entre l'Ancien et le Nouveau Monde, avec des navires transportant des métaux précieux, du sucre et d'autres produits de valeur des Amériques vers l'Europe, et des marchandises et des colons européens arrivant dans le Nouveau Monde. En plus de cela, Hispaniola a servi de base militaire à l'Espagne pour protéger ses intérêts dans les Caraïbes et les Amériques. Les forts et garnisons espagnols de l'île ont été utilisés pour protéger les routes commerciales lucratives des menaces potentielles, telles que les pirates et les puissances européennes rivales. Et ces autres puissances européennes rivales, en particulier les Français, les Anglais et les Néerlandais, qui ne faisaient pas partie du traité de Tordesillas, œuvraient de plus en plus pour obtenir leur part du gâteau.